Bonjour, bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enigmatic Asylum. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un nouvel invité, voilà, donc ça sera une première pour lui. Et du coup, je vais vous présenter Karim. Comment ça va, Karim? Bonjour, comment ça va? Ah, ça va. Et toi-même, t'es en forme? Oh oui, c'est le week-end, ça peut pas aller mieux. Du coup, le sujet de ce podcast portera justement sur Christian Cage. Et avant, est-ce que tu voudrais te présenter à notre audience? Je me présente Karim, je suis à peu près le catch depuis une vingtaine d'années. Et j'ai pu suivre une grosse partie de la carrière de Christian d'après l'attitude era, les environs des années environ 2023 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc c'est bien, c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer avec moi. On va dire. Ah ok, super, donc tu as de la bouteille et ça sera vraiment intéressant d'échanger là-dessus. Ouais, ce sera intéressant, surtout que le parallèle avec comment on le vivait il y a 10 ans. Par exemple, ces actualités qui est totalement différent à la vision de Christian qu'on a aujourd'hui. Effectivement, c'est bien ça. Du coup, sans plus tarder, on va commencer avec Christian Cage. Bon, alors, William Jason Rezo, wow, c'est vraiment récemment que j'ai découvert son vrai nom, est un catcheur professionnel canadien né le 30 novembre 1973 à Kitsch. Bon, bref, on enlève Wikipédia, hein. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Allez, on va faire un saut. Du coup, on sait que Christian a commencé le catch justement avec son meilleur pote Edge. Du coup, qui sont fans depuis le collège, qu'ils ont un peu appris le catch ensemble. Ils ont d'ailleurs eu une petite carrière avant WWE, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'abord sur les indies canadiennes, puis quelques try-outs chez WCW pour Christian. Edge y était un peu plus fréquemment. Ah, ça je savais pas. Développement WWE. D'accord. Et d'ailleurs, il me semble que Christian arrive à la WWE après Edge. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, parce que... Il arrive après, ouais. Parce que de ce que j'ai vu de ses débuts, en revisionnant un peu les trucs de l'Attitude Era, il arrive justement et est directement associé à Gangrel. Et Edge n'était pas encore avec eux. Donc ils étaient plus ou moins en rivalité, ils étaient d'abord rivaux et il était présenté comme le frère de Edge. Donc d'où pendant longtemps on les voyait comme frères, moi aussi je pensais qu'ils étaient frères au début, donc ça vient de là, d'accord. C'est comme ça, on nous le vendait, moi je me rappelle justement quand j'ai commencé, on nous vendait Edge et Christian comme étant des frères. D'accord. C'est bizarre aujourd'hui. Ah oui, comme pas mal de choses. Après, il faut savoir aussi que c'était en opposition aux frères Hardy. Oui, c'est vu comme ça, ouais, ça a du sens, ouais. Oui, c'était les équipes des deux frères contre les deux frères. Ouais. Forcément, qui étaient populaires auprès des jeunes. Mais juste avant de parler de son parcours par équipe, justement avec Edge, il a d'abord, donc il y avait d'abord la rivalité où il fut rapidement le Light Heavyweight Champion. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, en soi. Donc avant que... À l'époque, ouais. Hein. À l'époque, comment te dire? Il donnait ça aux catcheurs étrangers. D'accord. Et du coup, Edge est rejoint plus tard. Et il perd le titre. Bon, il ne garde pas la ceinture longtemps. Hein. Il perd contre Gilbert. Et ils font leur petit parcours en tant que The Brood finalement, en fin d'année 98. Mais le Brood n'a pas... En vrai, on parle beaucoup d'eux, mais en vrai, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non, le Brood, ça n'a pas duré longtemps. Par contre, quelle entrée mythique. Ah oui, clairement. Et d'ailleurs, j'aimerais te demander, par rapport au revisionnage de cette période, qu'est-ce que tu pensais de The Brood? Et de la place de Christian dans ce groupe, justement. Christian, c'était un peu la troisième roue. D'une certaine manière, il y avait un Gangrel qui encadrait les jeunes. Edge, qu'on voyait comme étant
la future grosse star, et ça c'est intéressant de voir parce qu'ils les deux ont toujours été opposés. Edge a toujours été, on va dire, celui sur qui on a compté, et Christian a toujours été plus ou moins celui dans l'ombre en très longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Et ça a toujours été ça. Ouais, d'ailleurs, cette partie, on va y revenir, hein, surtout à la fin du podcast. Mais sinon, le Brood de jeu trouvait que les trois étaient plutôt complémentaires. Dans le sens où Gangrel, évidemment, c'est le leader. Edge, c'est un peu le beau gosse blond, ténébreux. Et Christian, c'était un peu le mec silencieux, intriguant, en fait. C'est un peu comme ça que je voyais les trois. Ah oui, ouais, que chacun jouait bien son rôle. Ah, la dynamique entre les trois, elle était superbe. Ça durait peu de temps, mais c'était bien. D'ailleurs, quand ils ont essayé de le refaire avec les Hardy à la place d'Edge et Christian, la dynamique était complètement différente. Ben, ça a moins bien marché après, avec les Hardy. Ouais, ça a bien marché. Ils collaient beaucoup moins la gimmick. Hein. Ouais. Et du coup, le Brood, ils ont intégré le Ministry of Darkness. Ils n'y sont pas restés longtemps. Et juste après, le Brood se sépare et c'est là qu'on a la fameuse rivalité entre les frères Edge et Christian contre les Hardys. Et avec les Dudleys qui viendront se mêler à ça plus tard. Du coup, est-ce que tu as quelques commentaires dessus ? On passe rapidement là-dessus. Ah, on passe rapidement, mais putain, ça laissait ses traces à l'époque. Hein. Ah oui, clairement. Là, la division tag team, vraiment, à cette époque-là, c'est vraiment eux qui faisaient vivre le truc. Surtout avec les séries de matchs, les nouvelles stipulations qu'ils ont ramenées, le TLC avant l'heure un peu à WrestleMania 16, avant que ça soit officialisé à SummerSlam, vraiment... En plus, j'ai l'impression que c'était un peu la même configuration, genre les Dudley sont champions et les gagnants, ce sont les mêmes en fait. En fait, c'est ça, c'était un triangle à trois, les Dudleys, Edge, Christian, puis les Hardy, ça tournait de temps en temps. Il y avait d'autres équipes qui venaient les rejoindre pour un peu changer, mais ça tournait entre ce trio d'à l'époque vraiment mid-card, mais que, comme tu as bien dit, qui ont énormément innové, le fait des stipulations, des matchs hyper dynamiques. C'était ce que les gens attendaient. C'est aussi emprunté à la formule de WCW qui avait un main event avec plein de superstars, voilà, avec du star power extraordinaire, et cette mid-card qu'ils avaient, cette mid-card qui était là pour faire des matchs spectaculaires. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est Edge et Christian, c'est à ce à quoi ils ont participé lors de ce renouveau de l'attitude era. Tu sais, ça avec les échanges de titres, voilà, entre les trois équipes, ouais, en tout cas, ça avait l'air intéressant tout ça. Ah oui, grave, non, c'était fun, c'était fun. Oh, ouais. Pour ce que j'ai pu voir à l'époque, c'était fun. Et dans cette période, ils ont aussi changé de personnage. Ils passaient un peu du jour au lendemain de personnages de vampires à des surfeurs un peu goofy. C'est ça. Alors 5 seconds posy. Ah, ils étaient en plus, les gens adoraient ça. Ils étaient un peu les méchants goofy, un peu cons, mais les fans les adoraient. Surtout les fans féminines. Ah oui, j'imagine. Du coup, après cette parenthèse par équipe, on va maintenant passer un peu plus loin. Bon, on va passer maintenant à la séparation de Edge et Christian. Donc, oui, on commence à avoir des tensions. Edge commence à un peu plus s'imposer en solo et gagne le King of the Ring. Du coup, c'était pas une couronne, mais c'était un trophée. Et ce trophée, c'est le déclencheur. C'est le déclencheur de la jalousie de Christian, qui, de temps à autre, a fait ce qu'il a fait un peu à EW avec Luchasaurus. Il prenait le trophée de Christian et se faisait passer comme si c'était lui qui avait gagné le King of the Ring.
Oui, oui, Alors que non. oui, j'ai un peu vu en me documentant sur l'angle d'invasion que ouais, c'est Christian, il avait beaucoup la coupe et Edge était là, il continuait à faire ses trucs et jusqu'à ce que Edge remporte le titre intercontinental à SummerSlam. Et j'aimerais te poser une question, Karim. Est-ce que cette rivalité, est-ce qu'elle ne serait pas arrivée au mauvais moment? Parce qu'on n'en parle pas de cette rivalité. Parce qu'on parle beaucoup du rapport entre Christian et Edge. En mode, ils sont amis et ennemis. Mais le point de départ, on en parle. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas en fait. Ah ouais, mais parce que j'allais te le dire, parce que ça a été gommé par l'invasion. Oui, c'est ça. Toi-même, ça a été gommé par l'invasion. Il y a eu cet angle. Tu expliqueras le rachat de WCW par Vince McMahon. Et les catcheurs de WCW, de CW qui venaient. Et en fait, ça s'est retrouvé en plein milieu. Les types, pendant l'invasion, là où les superstars étaient en rivalité avec l'entreprise concurrente, eux, ils étaient là en plein milieu. C'est ça, c'est ça. Et donc, les gens, ils s'intéressaient pas à ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, l'angle d'invasion, en vrai, je trouve que c'était pas si mal avec ce qu'ils avaient. Ben, en fait, c'est ça. Mais il faut se mettre aussi dans le contexte d'invasion. Dans le contexte, les types s'attendaient à Goldberg, s'attendaient à Ric Flair, ils s'attendaient à Kevin Nash, ils s'attendaient à Hogan. D'ailleurs, la plus grosse star WCW qu'ils ont eue, c'est Booker T. Ouais. Ils s'attendaient à Steiner aussi. Ouais, le problème, c'est qu'il y avait de trop grosses attentes par rapport à ça, en fait. D'où le fait que ça n'ait pas tant marché que ça. C'est ça. C'est les attentes qu'il y a derrière. Tu te retrouves avec toute la mid-card. Tu te retrouves avec une mid-card WCW. Mid-card alors que les types attendaient les stars. Ils fantasmaient un Goldberg Stone Cold à l'époque. Ouais. En fait, c'est comme aujourd'hui, on te dit WWE contre AEW. Allez, AEW qui envahit WWE, mais que derrière, t'as pas Kenny Omega, t'as pas les Bucks, t'as pas John Moxley. Et que tu te retrouves avec juste les 4 piliers, quoi. Voilà, quoi. Bon, parenthèse, invasion étant passée, du coup, Christian et Edge, ils font leur rivalité, ils échangent un peu la ceinture intercontinentale, et du coup, rivalité qui se termine en fin d'année, je sais plus le nom du pay-per-view, Armageddon, je crois, dans un match à échelle, et vraiment avec une fin plutôt originale et brutale, avec Christian qui se mange un concerto sur l'échelle. Ah oui, c'est très marquant ça. Bien violent. Ah ouais. Il a donné son corps à la science. Ah oui, clairement. Ouais, en plus, voilà. D'ailleurs, autre question. Qui a lancé le concerto en premier entre Edge et Christian? Ou est-ce que ce sont les deux qui ont fait les trucs, qui ont lancé ce concept? Ça, je pourrais pas te dire. Ça, la référence du concerto, je la connais pas. Mais par contre, c'était dévastateur quand ils le faisaient à deux. Ah oui. Visuellement, c'était dingue. Parce que c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à Edge, mais en vrai, c'est les deux qui ont commencé. Mais je ne sais pas pourquoi, j'imagine que c'est l'un ou l'autre qui a commencé le truc en premier, ensuite les deux ont fait leur marque de fabrique. Je sais pas pourquoi. Bon, vous nous direz dans les commentaires, les gens. Oui, faut pas hésiter. Du coup, on passe la rivalité entre Edge et Christian, run solo, il vivote un peu quand même. J'ai l'impression qu'il est traîné un peu dans la lower mid-card, faisait pas grand-chose. C'est ça, 2002, il vivotait, 2002-2003, il vivotait à Raw, il était encore goofy, pas trop pris au sérieux. Il faisait... pas solide, mais sans plus. Il faisait aussi, il était surtout en équipe, je me rappelle, il y avait l'équipe, les Un-Americans, avec Lance et Test et William Regal aussi. C'est ça. Qui avait l'air plutôt intéressant. Et juste après, il a une association avec Jericho pendant un moment. En fait, en fait, les Americans, vraiment les têtes d'affiche, c'était par équipe où Rigog et Lance Storm.
Et vraiment, celui qu'on cherchait à pousser, c'était Test. Christian était derrière. Et après 2003, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui me rock. Ah oui. Chez Paris Jeunes. De 2003, le rock, il revient en tant que Hollywood Rock. Il est revenu en tant que Hollywood Rock de mémoire, oui, c'est ça, en début 2003. Ouais, c'est ça, oui. Enfin, 2002. Et plus ou moins, il prend un peu à l'écran, il prend un peu Christian sous la main, il dit ouais, moi je t'aime, le rock t'aime bien. Ah bon? J'aimerais. Voilà, t'as tout pour devenir le prochain People Champ. Ah là, et Christian, là, il commence à avoir un mini push en mid-card. Ah ouais. Ah oui, je savais pas que ça partait de là. C'est vrai que il y a donc c'est en fait en quelque sorte des interactions avec The Rock qui permet la naissance du Captain Charisma à ce moment-là. D'abord de Captain Charisma, c'est plus 2004. Mais par contre, les débuts de Christian en 2003, où il revient fort en mid-card, il devient le premier champion intercontinental WWE. Je fais la différence avec WWF, qui remporte un bataille royale. D'accord. Et il se met à inventer sa catchphrase, les pips, pour parler de ses fans, qui vient de parce que le Rock était le People Champ, Christian était son héritier. Le People Champ aussi, et les pips, c'était les fans du People Champ. D'accord. Et donc 2003, il y a ce retour à la mid-card. Et puis après, comme tu as dit, ça passe en rivalité avec Chris Jericho. Juste avant, j'aimerais juste parler d'un truc qui m'a marqué parce que l'héritage du People's Champion, c'est une promo que j'ai vue plus tard, mais ce qui m'a marqué quand même, c'est, je ne sais plus si c'est un highlight reel ou s'il avait fait un peep show. Christian qui se la ramenait en mode que voilà The Rock, je suis le nouveau People's Champ, je suis on fire, et The Rock coupe non. You're on crack. Je savais que tu étais laid, mais je ne savais pas que tu étais stupide. Et les lines. Et la line, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais en mode Trailblazing, eyebrow raising, your mama's a slut, your daddy's a hoe, The Rock put your ass in San Diego. Et Christian qui est en mode que non. Je me souviens, c'était au moment où le Rock était un peu parti à Hollywood. Après Backlash 2003, et sa rivalité contre Goldberg, Christian était en rivalité contre Goldberg aussi. Il pensait que le Rock venait le soutenir, comme il était plus ou moins allié avec lui avant. Et finalement, le Rock qui détruit Christian. Ah oui. Et surtout le Rock qui s'amène dans le... Avec The Rock qui s'amène dans le public pour dire à Christian que voilà comment on fait. Il encense le public pour demander qui est le People's Champ en mode There's one Elvis, there's one Statue of Liberty, there's one People's Champ, The Rock. Waouh. Je trouve dommage que ça n'ait pas débouché à une rivalité entre les deux. J'aurais bien aimé voir ça quand même. Ah, le Rock à l'époque, à dire qu'à l'époque... Vince, les relations entre Vince et le Rock commençaient à se refroidir. Non, parce que là, franchement, The Rock, il savait bien vendre ses trucs, quand même si bon, il me fait un peu chier aujourd'hui, mais à l'époque, wow, qu'il était fort. Hein. Même avec Orton, c'était dommage, mais bon, ça, c'est un autre sujet. On va continuer sur Christian et sa rivalité contre Chris Jericho. Important cette rivalité. Avec Trish Stratus au milieu aussi. C'est ça. Avec Trish Stratus au milieu, avec sa part de Chris Jericho, qui est un peu amoureux de Trish Stratus, mais ils deux flirtent ensemble. Christian est jaloux. Ça aboutit à match à Mania. À WrestleMania 20. Trahison de Trish Stratus qui permet à Christian de gagner. Mais avant, il n'y avait pas un match entre Christian et Trish Stratus? Ça a été pendant la construction, oui. Ah, d'accord. Pendant la construction, il y a eu de ça. C'est l'Euro 2003. C'était bien, hein, mais c'était bien l'Euro 2003, mais c'est vrai qu'il y a eu des trucs. On va dire qu'aujourd'hui,
on regarderait d'un œil bizarre. Ouais, parce que le match a vraiment... j'ai eu du mal à le voir. Entre Christian et Trish. Bon, après, c'est peut-être dû au fait que je ne suis pas très intergender match, mais ouais, j'avais du mal. Mais bon. On va dire qu'à l'époque, ils étaient intergender, pas intergender, ils y allaient fort. Hein. Maintenant, du coup, la suite de la rivalité après la trahison de Trish, qu'est-ce que ça donne? Il y a Tomko qui est déjà là ou c'est juste après? Ça vient après. Tomko arrive justement arrive après ce match, après le WrestleMania 20. D'accord. Le problème solver qui est le garde du corps et qui est aussi l'un des meilleurs amis perso de Christian dans le catch. Ah oui, j'imagine bien, surtout pour ce qui va suivre après. Ouais. D'accord. Tomko qui va le suivre un moment dans sa carrière. D'accord. Et du coup, la rivalité dure combien de temps et comment elle se termine du coup? Ça dure quelques mois et ça dure et après WrestleMania, il y a des échanges. Donc il y a le titre intercontinental qui rentre en jeu. À un moment donné, ça termine avec Jericho qui prend le titre intercontinental, puis Shelton Benjamin. Et à un moment donné, dans un match à 3, le reprend aussi de mémoire. Ah d'accord. Christian était... Ouais. Attends, c'était un match triple menace. Christian était champion à ce moment-là? Parce que je me rappelais que Orton était champion. En tout cas, je crois qu'à un moment donné... Je crois qu'en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que ça intègre le titre intercontinental et que à la fin, Jericho gagne et prend le titre intercontinental à Christian. D'accord. Et ce qui permet aussi ce qui permettra plus tard à Jericho de donner le titre à Shelton Benjamin. Ça marche. Et du coup, Christian continue son run en mid-card avec Tomko. Et il participe, du coup, on fait un gros saut dans le temps et il participe au premier Money in the Bank match. C'est ça, on fait un gros saut dans le temps, Money in the Bank match. Donc il entend l'histoire. Match créé par Chris Jericho. Ah, c'est pas Eric Bischoff? Non, je rigole. Du coup. Mais juste, je vais parler du Royal Rumble 2025. Ouais. Parce que le Royal Rumble 2025, justement, il y a les premières bribes d'une rivalité avec Cena qui sont posées. Attends, Royal Rumble 2025 ou 2005? Pardon, 2005. Pardon. Le 2025, c'est aujourd'hui et Christian. Dans le premier Royal Rumble 2005, il y a un segment dans le Royal Rumble qui pose les bribes d'une rivalité dont on va pas tarder à parler. Bon, au pire, on peut en parler tout de suite. Moi, ce dont je me souviens, c'est que la rivalité pour le TWW, je sais pas si Christian a un rapport là-dedans, mais c'est un truc qui m'a toujours fumé. Il y a un match, il y a un truc pour déterminer le challenger numéro 1, justement, sur une chaise musicale. Ah oui, avec Ric Flair. Il y a eu Ric Flair qui touche Stacy Keibler. Il y a Ric Flair, Stacy Keibler, Chris Jericho, Tyson Tomko, et je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre après. Mais je ne sais pas si Tomko présentait Christian, mais waouh, ça c'est un truc qui m'a fumé. Et Tomko qui était en tenue du catch, les autres en civil, waouh. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde? Ric Flair est énorme dans ce segment. Ah oui, clairement. C'est trop drôle. Non, Ric Flair, il était incroyable. Du coup, je ne sais pas si ça a un rapport avec la rivalité, mais waouh. Mais en tout cas, de mémoire, il faut raconter aussi le contexte de pourquoi il a eu son petit shot à cette WWE. Dire qu'à l'époque, on arrivait au moment de sa renégociation de contrat. Christian, il voyait que, on va dire qu'il voyait que il avait son petit bouge. Christian disait, mais donnez-moi ma chance, moi je suis légitime, moi je peux devenir main eventer, donnez-moi ma chance, vous pouvez compter sur moi.
Christian, Vince McMahon qui ne croyait pas en lui, il faudra raconter aussi l'anecdote de la pastille bleue. Mhm. Ah, mais je t'en prie, hein, vas-y. Vince McMahon qui ne croyait pas trop en lui, au point où Vince McMahon, pendant un moment, a pensé à une gimmick pour Christian, où à chaque fois qu'on le voyait à l'écran, sa tête allait être censurée par une pastille bleue. Ouais, parce qu'il aimait pas sa gueule. Parce qu'il trouvait Christian pas beau. Ouais. Il trouvait Christian pas beau. Et il voulait pas le pousser dans le main event pour cette raison. Et ça trouvait Corbin en tant que heel qui pouvait être beau gosse, quoi. Mais bon, c'est un autre sujet. Et voilà. Et Christian va vers John Cena, justement, après de multiples suggestions de sa part, pour dire donnez-moi ma chance, laissez-moi prouver que je suis légitime à être dans le main event. Ouais, du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on lui a toujours pas fait confiance, c'est ça? Ça s'aboutit donc à un match à 3 à Vengeance. Entre Jericho, Christian et Cena, qui a après découvert une rivalité Jericho-Cena. Christian, Cena qui était venu à la draft en tant que premier choix de Raw, alors il reste à Raw. Christian, lui, est drafté en 4e choix de cette draft 2005 à SmackDown, draft qui je considère comme la meilleure de l'histoire. Christian est drafté à SmackDown. Il fait un match à 6, il fait un match à 5 donc pour être le nouveau champion SmackDown, parce que à l'époque Cena et Batista étaient tous les deux à Raw et donc il n'y avait pas de titre. Et c'est match gagné par JBL et après arrivée de Batista à SmackDown et Christian lui, voyant qu'il n'allait pas avoir sa chance dans le main event et que ça n'allait pas se passer comme il voulait, a décidé de partir. Ah oui, d'accord. Parce que, de l'interview que j'ai vue de Christian auprès de Chris Van Vliet, c'était un peu ça, hein, qu'il était frustré qu'on ne lui fasse pas confiance déjà pour avoir une rivalité contre John Cena. Et ensuite, je pensais même que c'était avant l'histoire avec Batista, pour te dire. Et du coup, je ne sais pas si c'était un programme ou une interaction qu'il avait avec Batista, en mode, je sais plus si c'est un show à Londres où les gens étaient pour Christian. Donc, au final, ça n'a toujours pas fait changer la vie des officiels. Mais du coup, ce programme n'a pas vraiment vu le jour et c'est ça qui a précipité son départ, de ce que j'ai compris. C'est ça. C'est toute cette frustration qu'il a accumulée et le fait qu'on comptait sur des gens être venus avant lui, alors que lui, ça faisait quelques années qu'il se donnait et il voyait qu'il était arrivé à un plafond de verre. Du coup, il quitte WWE pour un peu arriver en grande pompe à la TNA et du coup, je te laisse compter son parcours là-bas. À TNA, il arrive en très 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 grande pompe. Et TNA, il arrive vraiment en grande pompe et il arrive de suite pour challenger. Il arrive pour challenger Jeff Jarrett au titre NWA. Qui à l'époque était le titre principal de TNA. TNA s'appelait TNA NWA. D'accord. Mais il n'avait pas eu une série d'invincibilité avant, une sorte de streak avant d'arriver jusque-là? Ah non, il arrive directement à Genesis 2005. Ah d'accord. Ah non, il était invaincu pendant un bon moment. Je pensais que c'était avant. Oui, il a été invaincu pendant un moment, mais il n'a pas gagné de suite le titre. D'accord. Voilà, il va avec son ami Scott D'Amore et faire un peu équipe avec. Il tente un peu de le prendre dans le Team Canada. Ouais. Lui refuse, donc il a cette streak. Il a cette streak, petit à petit, Christian monte en flèche. Et il affronte Jeff Jarrett à Against Road 2006. Et
Et là, il remporte enfin son premier titre mondial. D'accord, d'accord. Son rêve à Christian, puis ensuite un très 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 gros règne. Christian Tiennet, c'est méconnu. Ça dure 3 ans, c'est méconnu, mais par contre, c'est là où il prouve qu'il peut être main eventer. Et il a une TNA capitalise rapidement sur lui, en gros. TNA directement, dès qu'il arrive, il arrive pour être main eventer. Il prend le titre à Del Jarrett qui à l'époque avait... il avait son règne de terreur aussi. Puis après ce titre, il a une rivalité notable face à Abyss. Joseph Parr qui bosse aujourd'hui en coulisses à WWE. Oui. Dont un match en cage contre Abyss à Lockdown 2006 qui est vraiment ça c'est un match qu'il faut voir. C'est un match avec une brutalité incroyable qui est superbe. D'accord. Ah oui, oui, vas-y, continue. Ah non, cette rivalité avec Abyss, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc, je te dis, là tu vois que Christian, il peut être la tête d'affiche d'un show. Ah oui, j'ai l'impression que c'était vraiment la rivalité phare de sa carrière à la TNA à ce moment-là. Ouais, début TNA, c'est vraiment une chose à voir, c'est sa rivalité 2006 avec Abyss. D'accord. Il en a eu d'autres, il en a eu d'autres avec Rhino, il en a eu avec Sting, il en a eu avec AJ Styles. AJ Styles en plus c'est subtil parce qu'au début il vient un peu comme un peu troisième homme de sa bande, de la coalition de Christian avec Tyson Tomko qui a suivi Christian, il a suivi un maximum jusqu'à que WWE lui dise désolé t'es trop nul. C'est réel, ils lui ont dit t'es trop nul, on veut pas te prendre. Ah oui. Oui, ils ont dit ça à Tomko, Christian qui a insisté pour faire venir. Mais ça reviendra plus tard. Bon, est-ce que c'est faux dans l'absolu après, sans vouloir être méchant? De quoi? Non, il a dit non, vraiment TNA, s'il y a quelque chose à retenir, en tout cas, c'est ce début, c'est cette année 2006. Après, malheureusement, il y a quelqu'un d'encore plus célèbre qui vient, qui s'appelle Kurt Angle. Christian TNA, c'est un super main eventer, mais tu as de très gros noms qui viennent derrière. Et des plus gros noms que lui qui arrivent. Et d'ailleurs, c'est lui le dernier champion WA chez TNA, non? C'est ça. Avant qu'il se sépare du moins que l'alliance NWA et TNA s'arrête, c'était lui le dernier champion NWA. D'accord. NWA TNA, ouais. Et là, c'est un peu le début de la fin pour lui à la TNA, si je comprends bien. Ben, pas le début de la fin, mais un ailleurs mid-carder. À l'ouest. D'accord. Un ailleurs mid-carder, mais comme je te dis, Kurt Angle, il est venu, il a pris en otage le main event tellement il était trop fort. Heureusement. À ça, t'as Sting. Donc, t'as aussi et Christian, lui, c'était le type sur qui on pouvait compter, mais qui malheureusement était un peu un cran au-dessous. Ouais, je vois. Après, bon, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire sur son run à la TNA à ce moment-là. J'ai juste une question. Est-ce que la Christian Coalition, c'était pas un peu le patriarcat avant l'heure? Bon, ça peut être un équivalent de question qui tue, mais juste pour savoir. Il y
avait moins ce côté de je prends des petits jeunes, je deviens une figure paternelle, mais par contre, c'est ce qui était similaire, c'est que ça tournait autour de Christian. Parce que de quelques clips que j'ai vus sur la coalition, que j'ai vus sur la chaîne de TNA, ça avait un délire un peu bon. Je dirais pas sectaire, mais pas loin, quoi. C'était Christian centré. Ouais, bon, tout est dit dans le nom après, donc je vais pas te dire. Non, mais c'était très Christian centré quand tu vois que même AJ Styles qui avant donc a été champion TNNWA, il faisait un peu vaquer pour Christian pendant un moment donné à la coalition. Bon, ce qui a fait exploser la coalition, justement, c'est AJ Styles. Mais oui, c'était vraiment tout pour Christian. C'est sûr. Ouais. Du coup, après son parcours à la TNA, WWE le rappelle en constatant le succès dont il a bénéficié justement. Donc voilà, il est star à la TNA, donc il y a moyen d'être star à la WWE. Et j'aimerais... Pourquoi pas ? Du coup, il revient en début 2009 et il y a le Royal Rumble. Qu'est-ce qui se passe au Royal Rumble, mon cher Karim ? C'est Jeff Hardy qui se fait attaquer par des pyros ? Oui, mais ça c'est avant. Du coup, oui, effectivement, oui, c'est lié. Oui, vas-y, continue. C'est important, Jeff Hardy qui se fait attaquer par les pyros. Oui, bien sûr. Parce qu'à l'origine, c'est Jeff Hardy qui se fait attaquer par les pyros. Je pense que c'est Royal Rumble. C'était bien Royal Rumble demain ? Ou c'est avant ? Les pyros, c'était avant le Royal Rumble. Ouais, le pyro, c'était avant le Royal Rumble. C'est avant, mais c'est important. Mais Jeff Hardy qui s'est fait attaquer par les pyros, ça devait être... Le coupable devait pas être Matt Hardy, comme il a été révélé plus tard, mais il devait être Christian. Cette rivalité, ça devait être il devait faire un Edge et Christian contre Matt et Jeff Hardy en 2009. Mais comme la venue de Christian avait fuité dans les dirt sheets, Vince McMahon a dit quoi ça a fuité, eh ben je vais pas leur donner raison. C'est les plans. C'est Matt Hardy et ça va donner une rivalité de merde. Bon, t'es dur, la rivalité était bien entre Matt et Jeff Hardy quand même. Pas un bon match à Mania, je préfère l'ambulance match de SmackDown. Oh, merci Karim, on est d'accord là-dessus, au moins. Vraiment, regardez cette ambulance match, c'est vraiment le meilleur match entre les deux, vraiment. Mais... Matt Hardy est bon en plus ça dedans. Du coup, justement, je vais rebondir. Qu'est-ce que tu penses de cette idée en fait ? Que penses-tu du fait que ça n'ait pas été Christian qui fut l'agresseur de Jeff Hardy ? Et est-ce que tu aurais vraiment voulu que ça arrive ? Honnêtement, j'aurais voulu, mais en fait, tu te dis, mais en fait, Christian, il aurait quand même été là, derrière Edge encore. Oui. Alors que son run ECW, il a permis à Christian de montrer qu'il pouvait tenir un show à lui tout seul. Oui, je te rejoins parfaitement. Il peut y avoir des frustrations autour de ça. Je connais un fan de Christian qui aurait aimé que ça arrive autrement, mais franchement, je trouve que c'est pas si mal que ça soit pas Christian, parce que c'est vrai qu'il aurait une fois de plus été au basque de Edge. Il aurait encore été une arrière-pensée et ça aurait juste rappelé que Christian c'est le petit d'Edge. Donc tant mieux si ça a été Matt Hardy en vrai. Bon, après Matt Hardy à l'époque c'était lui, 2008 c'était lui qui était le visage de ECW. Mais je pense qu'il aurait été champion ECW en tant que lui et aurait pris le titre à Matt Hardy à un moment donné au lieu que ça soit Jack Swagger. Mais
Mais c'est dommage, mais ça permet à Christian de montrer notre facette de lui et de montrer qu'on peut compter sur lui. Effectivement, oui. C'est vrai que ECW, ça a bien aidé et j'ai beaucoup aimé son run à la ECW d'ailleurs. Je trouvais que c'était très bien. À l'époque où je regardais devant Action et que je découvre Christian, le délire Captain Charisma, vraiment, j'ai beaucoup accroché. Ah, mais surtout ce CW-là, c'est qu'en plus, il était. C'est en plus, tu le voyais, ce CW-là, c'était NXT avant l'heure. Simplement, c'était un show composé de vétérans et de jeunes qu'on cherchait à construire avant d'envoyer dans le même roster. Et ce Christian, il a aidé à construire énormément de monde. Ah oui, clairement, hein, même si ECW, ça vaut pas grand chose, mais quand même, c'était plutôt pas mal Christian là-bas. Ouais, dont il a aidé à l'époque Ezekiel Jackson. Ah là là. J'en ai parlé dans une vidéo express, mais c'est vrai que le regret que je peux avoir sur le run de Christian, c'est qu'il n'ait pas été le dernier champion de la ECW. Franchement. C'est vrai. Là au moins, en tant que dernier champion, Christian, c'est pas non plus un ECW original, mais il représente un peu les idées, donc j'aurais dit que oui. Ça aurait été logique, au lieu que ça soit Ezekiel Jackson, reste pas à lui, mais non, quoi. Christian, c'est un des symboles de l'extrême, quand même. Ah oui. Du catch extrême des années 90, c'est Christian. C'est vrai que Jackson, ça fait tâche. Malgré tout le potentiel qu'on voyait en lui. Hein. C'est ça. Du coup, la ECW est décédée. Du coup, Christian, il fait rien d'intéressant pendant plusieurs mois. On le voit un peu dans la mid-card, voilà. Il a des petits programmes contre Alberto Del Rio. Et il se retrouve à nouveau en tant qu'allié d'Edge. Mais avant, c'est vrai que j'ai oublié un truc aussi. Dans la première année de Christian, c'est les séries. Avec ses interactions avec ses coéquipiers, je crois que c'était l'équipe Kofi contre l'équipe Orton, où Christian se tape un rap seulement autour que de Renois, quoi. Alors que ses partenaires, c'est que des Renois. C'était vraiment très drôle, ça. Je me rappelle, qu'est-ce que c'était drôle ce segment. Vraiment. Et en mode que les gars, je suis désolé d'être auprès de vous. C'est vrai que je suis pas quelqu'un comme vous, donc je suis un peu différent. Ces partenaires, on le regarde en mode mais comment ça ? Je suis un mec de la ECW. Ah non, t'inquiète, ouais, bien il tape un rap. Ah oui, ça se tord de rire. Ouh là là. Non, Christian, c'est quand même le divertissement. Ah oui, Christian. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Christian en tant que que voilà, c'est génial, c'est incroyable, ce qu'on veut, mais en fait, quand même, il était très bon aussi. Surtout dans tout ce qui concerne les divertissements. Le côté comédie. Christian, c'est un super comédien. Mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il peut être un super bon face quand on le laisse faire. C'est ça. Du coup, Qu'est-ce qu'on va souvent laisser faire. Du coup, on revient un peu à... je vais pas dire association. On peut dire association, hein, il n'était pas vraiment en équipe. Quand Edge était en rivalité contre Alberto Del Rio. Du coup, il y a eu une espèce de saving grace pour Christian. C'est quand même malheureux parce que Edge a dû partir en retraite anticipée. Mais c'est cette retraite anticipée qui lui a permis de montrer enfin ce qu'il valait. Ouais. Parce qu'il remporte enfin son premier titre mondial officiel, justement dû au fait que Edge ait dû prendre sa retraite dans un match à échelle contre Alberto Del Rio. C'est ça, quand on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, voilà, il a fallu que Edge qui lui arrive à un malheur pour qu'enfin WWE tente quelque chose avec lui. Du moins, tente de lui mettre un titre mondial à courir. Ça avait beau être le titre mondial de SmackDown. Donc, cette époque-là, c'était vraiment le show B. Mais par contre, enfin, il avait cette plateforme pour montrer tout son talent. Et
on verra qu'il a montré tout son talent. C'est ça. Du coup, Christian, champion du monde, au sommet, vraiment au sommet du monde, de la chaîne alimentaire. Vraiment, il était en feu, j'étais content. Tout ça pour que le rêve s'arrête 2 jours plus tard. Oh là là, j'étais vert à ce moment-là. Je me rappelle en live, j'aimais bien, j'étais un fan de Randy Orton, mais ça m'a tellement fait chier pour Christian. Oh là. Ouais, non. Ouais. Et là, malheureusement, c'est. Non, mais c'est en mode, en fait, tiens, récompense pour bon et loyaux service, mais le lendemain, tu perds. Waouh. Non, mais après, c'est un mal pour un bien quand même, au vu de la rivalité qui a suivi, quand même. Je vais pas non plus faire mauvaise onde jusqu'au bout. Ah, mais la rivalité avec Orton, oui. C'est quelque chose, la rivalité avec Orton, hein. Ah oui, avec les délires de one more match, en tout cas, j'ai bien aimé. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'était prenant, c'était... Moi, je me rappelle, on était tous à fond, et en plus, ça délivrait match après match. Ah oui, clairement. En plus, les matchs qui sont meilleurs les uns après les autres. Orton qui sortait enfin ses doigts des fesses, et Christian qui montrait qu'il était l'équivalent de ces stars de main event qu'il a toujours voulu être. Ah oui, clairement, Christian, il a prouvé dans cette rivalité, même si, bon, pour moi, bon, il n'aurait pas dû être heel, mais soit. Mais j'étais vraiment à fond pour Christian à ce moment-là, et c'est vrai qu'il délivrait à chaque fois dans une WWE en 2011 qui était globalement nulle, hein. Mais c'est eux qui délivraient les meilleurs matchs, franchement, c'était vraiment top. C'est vrai, Christian, c'est une des rares bonnes choses de cette époque-là. Ouais. Et du coup, un autre truc qui m'a fait rire aussi, bon, c'est un truc que j'ai réalisé en voyant l'interview avec Chris Van Vliet, c'est que Christian, il a été 2 fois champion du monde, mais sans avoir rivé les épaules de personne quand même. Parce que la première fois, c'est un match à échelle, ok, d'accord, ça passe. Mais la deuxième fois, il gagne par disqualification, il remporte la ceinture. Waouh. Ah non, c'est incroyable. Ça montre l'image que Vince McMahon avait de lui. Hein. Ah oui, exactement. Il n'a jamais donné cette victoire décisive. Non, mais... ça, c'est un peu triste. Hein. Ouais. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage sur ce point-là. Parce que même après les efforts qu'il a fait à l'extérieur, ben, on lui fait confiance, mais pas trop en fait. C'est ça, on te fait confiance, mais voilà, on sait que tu as ton plafond et qu'on peut pas mettre la machine à fond derrière toi. C'est ça. C'est triste. Ah oui, surtout, c'est vrai qu'il avait aussi son délire I'm gonna sue WWE. Parce que c'est vrai que ces défaites étaient plutôt controversées aussi. Ce qui a mené à cette règle en fait, que si Christian gagne par disqualification ou autre, il remporte la ceinture. Ensuite, il termine la rivalité. Il termine la rivalité à SummerSlam contre Orton dans un No Holds Barred qui était cool. Hein. Vraiment, c'était un bon match. Une belle façon de terminer une rivalité. Ah oui, clairement. Et juste après, ben... il lui vote, il n'y a plus rien pour Christian. Je pense que là, c'était vraiment le pic de sa carrière à la WWE. Après, c'est fini, en fait. Après, il y a eu ses blessures. Après, il enchaîne ses blessures. Ah, il s'est blessé entre-temps. Je sais qu'en 2012, il se blesse. Ah, d'accord, je savais pas. Il commence un peu à blesser à la nuque. D'accord. Ouais, ce qui va... sa première blessure à la nuque. Il revient quelques temps après, bien sûr. Mais cette blessure à la nuque, malheureusement, ça va marquer sa carrière. Hein. Oui, parce que après, bon, il a quand même quelques trucs. Il a quelques programmes pour le championnat du monde poids lourd. Et on le voit souvent dans des matchs du championnat intercontinentaux. D'ailleurs, il gagne son dernier titre intercontinental avant de le perdre contre le Miz à Raw 1000. Son dernier match à la WWE... avant sa retraite anticipée, c'était une bataille royale. Je sais plus si c'était à Raw ou à Main Event.
pour déterminer un challenger contre Biggie. Match qui n'arrivera jamais dû à ça. En fait, j'ai jamais su, c'était une blessure à la nuque ou des commotions cérébrales? Il a dû partir. En fait, une nuque et commotion. C'est fait les deux. Ah oui, les deux. Ah oui, c'est... En fait, les problèmes à la nuque avaient fait qu'il était plus sensible aux commotions. En fait, quand tu as la nuque moins musclée, les coups que tu supportes moins les coups. D'accord, je vois. En fait, à la fin, il était devenu sensible aux commotions, au type. D'accord. Ah oui. Il était devenu trop sensible aux commotions pour Christian. Ah oui, ça savais pas. Sa nuque, justement, récalcitrante. D'accord, tu m'apprends un truc parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vraiment su pourquoi il avait pris sa retraite, sur quel type de blessure. Mais au moins, voilà. Commotion de mémoire. Grosse commotion. D'accord. Il a pris sa retraite sur une très grosse commotion à l'époque. Et justement, on pensait qu'il allait justement sa retraite officieusement, mais on va toujours espérer un retour de Christian. Juste après, il continue un peu à la WWE, il est dans les panels des kick-off, il a des émissions sur le network avec Edge, on le voit souvent animer les peep shows et autres, le voir souvent avec Edge. Et juste après, il y a la pandémie, où Christian lui-même il avoue que c'était une période très compliquée pour lui, pour pouvoir rebondir comme là, il n'avait plus, entre guillemets, de vraies sources de revenus. Bon. Et je me rappelle qu'il avait repris du poids en plus. Donc, ah ouais, bon. C'est vrai qu'il n'était plus actif, donc bon, il y a de quoi se laisser aller. Et du coup, il n'avait plus grand chose à faire et il s'est dit à un moment que et si je reprenais le catch, et si j'essayais un peu de me remettre en forme, de me remettre en condition, on ne sait jamais. Ah, il voit ce que son copain Edge, il a su revenir de blessure à la nuque, et pourquoi pas moi? C'est ça. Du coup, il revient, son premier match de retour, je te laisse un peu me dire c'est quel match justement. Je vais voir si je peux te piéger. Vas-y. Alors son match de retour, c'est un match face à Randy Orton. Ah mince. C'est un match face à Randy Orton. Oui, tu pensais que j'allais dire au Royal Rumble? Ah oui, je pensais que tu allais dire ça. Oui, c'est dans la... Non, c'est d'abord rivalité Randy Orton, un match qui est pas vraiment, qui est plus un angle qu'autre chose. Ouais, c'est ça. C'était d'ailleurs un unsection, vu que la blessure de Christian était prise en compte à ce moment-là. C'est ça, mais qui a pu lui donner la confiance sur le fait qu'il pouvait bumper et prendre des coups. Ouais. D'une certaine manière, c'est très important. Si tu sais que tu peux bumper et prendre des coups, tu te dis pourquoi pas. D'ailleurs, c'est pour... Edge est revenu, il a chuté. Edge il est revenu parce qu'il a fait une chute en vélo là, dans l'émission de Sheamus. Il a vu que cette grosse chute en vélo ne lui avait pas fait mal. Il dit mais attends, j'ai pas mal après une chute comme ça, je peux aller faire du catch. Ouais. C'est cette confiance-là qui lui manquait et elle est revenue. Ah, et c'est avec joie que j'ai vu son retour au Royal Rumble officiel. Et là, franchement, c'était en plus un moment où, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour les gens, mais c'était quand même inattendu. C'était inespéré qu'ils reviennent quand même, surtout... mais moi, je ne m'attendais pas du tout. Surtout que c'était... Enfin, il n'y avait rien qui avait fuité comme pour Edge, en fait. Genre, Christian s'amène... Ouh là là, la joie quand j'ai vu Christian arriver. Ah, mais rien avait fuité. Mais en plus, il te revient dans une forme. Ah oui, clairement. On dirait il n'avait jamais quitté le catch, quoi. Étant en mode qu'on est revenu 10 ans en arrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a Christian, interaction avec Edge. Christian, en plus, il est bien chaud, bien en forme. Il est même dans le Final Four du Royal Rumble. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais, peut-être que ça va aboutir à un futur gros run de Christian WWE, qui sait? Ouais. On sait. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un regret par rapport à ça. C'est que, en même temps, Biggie était champion intercontinental. Avant qu'il quitte la WWE, j'aurais quand même aimé voir ce match. Même dans un simple SmackDown, je m'en fiche, mais je voulais voir ce match. Histoire un peu de rattraper
histoire un peu de rattraper le temps perdu par rapport à 2014 où le match n'a pas pu arriver. Bon, j'imagine que les gens ont oublié, mais personnellement, j'aurais vraiment aimé voir un Christian Biggie pour le titre ici, avant qu'il parte. Mais de ce que j'ai compris, ça vient du fait que WWE ne voulait pas voulait que le Royal Rumble ça reste un one shot. Ah, d'accord. Ah, je Il savais voulait pas pas. prendre de risque, il voulait pas prendre de risque, il voulait que ça reste un one shot. Hmm. Et donc ça produit ça. D'accord, d'accord. Je comprends. C'est comme Edge, hein. Il faut savoir que Edge, à la base, voulait faire un retour one shot, voire il ne voulait pas qu'il retourne. Ah oui, ça, là tu m'apprends un truc. Edge a dû dire qu'il a reçu une proposition de Tony Khan de AEW en 2019. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est bon, je m'en rappelle. Ouais, il avait reçu une proposition de AEW en 2019. Il va voir Vince McMahon et il lui dit regarde, il y a une proposition. Sache que je suis prêt à remonter sur le ring. Si tu le fais, mais si tu ne veux pas, moi je vais aller catcher pour eux. Hmm. Ah oui, Et donc il a forcé la main à Vince. d'accord, d'accord. Ah oui, j'imagine une scène similaire avec Christian en mode que oui, Tony Khan m'a fait une proposition, donc voilà, je suis ouvert à une discussion. Non, non, tu peux partir, hein, Christian, y a pas de souci. Parce que Vince s'en battait les couilles. Mais j'imagine que ça s'est passé comme ça en plus. En mode, non, y a pas de problème, on n'a pas besoin de toi, Christian, tu peux y aller, hein. Ah. Mais en plus, là, j'imagine vraiment le truc qui s'est passé comme ça. Bon, est-ce que Christian... En plus, Tony Khan nous propose beaucoup d'argent. Je pense qu'on va pas mettre la même chose. Ah oui, clairement. Hein. Et du coup, ben... C'est le Covid et tout. On n'a pas besoin de toi. C'est ça. Bon, ben du coup, WWE, c'est fini pour Christian. Maintenant, on va arriver à la AEW. Voilà, on nous annonce que, ouais, à Révolution, il y aura une nouvelle signature, il y aura une huge star, j'insiste bien, huge star, Hall of Famer Worthy. Et là, on a Christian qui arrive, qui signe son contrat, dévoile son t-shirt Outwork Everyone. Vraiment assez inspirant. Christian, Cage is all elite. Et tu te rappelles quand même, et tu vois, ça c'est un truc, ça peut être le résumé de la carrière de Christian. Les types se sont quand même moqués de lui, hein, certains fans. Ah, c'est ça la signature qui va changer, c'est ça la huge star, c'est Christian. Ah oui. Il a pas catché depuis tant d'années. Les gens se moquaient. Oui, je m'en rappelle très bien, ouais. Ah, je me rappelle de son regard aussi au moment de la signature, vraiment. Là, c'est vraiment Captain Charisma, quoi. Et les gens se moquaient, mais de toute manière, il y aurait eu qui. C'est vrai que c'était la seule star vraiment disponible à cette époque-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après. Mis à part si tu sortais quelqu'un du chapeau, un peu bizarre, mais c'est vrai que. Mais qu'à l'époque, il y avait peu de choix, mais quand il te sort Christian, les gens se sont moqués, quoi. Ils sont quand même moqués. Ça te résume la carrière de Christian, en fait. Hein. Les types, Christian, il a toujours été dans l'ombre de Edge, hein. On peut dire ce qu'on veut, malheureusement. Oh, ouais. Bon, même si AEW, ça tend à changer, le pauvre, on va toujours mésestimer, même nous, les fans de catch. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, on peut dire que le type, beaucoup le voient comme un Naomi Carter à best et ne le voient pas comme le gros main eventer, comme un gros superstar qui mérite qu'on voit. Oui, c'est ça. On le voit. De toute manière, cette partie-là, on va y revenir vers la fin du podcast. Mais Christian, c'est vrai que, bon, contrairement à un Matt Hardy, je trouve que Christian, il y avait vraiment un truc à faire quand même au sommet de la carte. Mais... Ah, ils ont fait. Non, enfin, il y avait moyen de le pousser plus que ça, en fait. Je parle de la WWE, hein, pas AEW. Et c'est vrai qu'ils ont plus priorisé un Edge qu'un Christian, là où je trouve que Christian, quand même, il est vraiment plus... Christian, il pouvait proposer plus de choses par rapport à Edge, on va y revenir encore. Et que, franchement, le plus talentueux des deux, c'est lui, quand même. C'est juste que Edge avait la machine derrière lui. Et lui, le plus talentueux des quatre, pour moi, c'est Christian, hein. On comprend les Hardy et tout.
Christian, c'est le catcheur le plus versatile, c'est celui qui te fait les matchs les plus solides. Mais c'est celui, mais c'est un de celui qui est le plus dans l'ombre. Bon, pour c'est moi, vrai. Matardi, même si Matardi est lui le plus créatif des quatre. Et c'est dommage, hein. Oui, je suis d'accord. Et est-ce qu'on est d'accord sur le fait quand même que l'histoire de Christian Youstar, c'est quand même l'une des plus grosses fumisteries quand même du catch actuel? On est d'accord. Je parle dans le booking, pas par rapport au statut. Parce que AEW m'a fait chier par rapport à ça quand même. Tu es là, tu dis Youstar, le mec, voilà, grosse signature. Le lendemain à Dynamite, il a un face-à-face contre Kenny Omega. Et juste après, tu le fonds dans la masse. Pourquoi? Je veux bien que AEW ait sa politique, mais il faut être cohérent quand même. Après, AEW ont une politique de chaque grosse star qui vient, il faut d'abord construire pour construire. Non, mais la construction était déjà là. Ça n'empêchait pas. Tu avais 3 mois pour ça. Christian, Kenny Omega pour Double or Nothing, franchement, j'aurais acheté. Là, deux grosses têtes d'affiche, ils s'affrontent pour le titre mondial. Et pas Christian qui est là, qui est perdu dans la masse de la mid-card. Et qui, à Double or Nothing, maintenant, doivent se mettre dans une bataille royale. Qu'il perd en plus. Et là, pour All Out, le train est déjà passé. On n'en a déjà plus rien à foutre de Christian. Et c'est ça qui m'a frustré, en fait. C'est vrai que d'un coup, comme il est là, il est au milieu, mais j'ai l'impression qu'ils attendaient le retour des spectateurs pour te faire Omega contre Christian. Tu vois, qui tenait à ce retour des spectateurs. Le contexte Covid est particulier, et c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer aussi. Mais c'est tout ce moment, il vivote, malheureusement, il vivote. Il vivote avec les Jurassic Express. C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il est associé à eux aussi. Et il remporte aussi le championnat TNA contre Kenny Omega à Rampage. Je répète. C'était le premier Rampage. Je répète. Christian bat Kenny Omega pour la ceinture de Impact, compagnie partenaire, dans un show qui n'est pas Impact. Vraiment bravo. Attention contexte. C'était le premier show télévisé de Rampage. Oui, je veux bien, mais quand même, quoi. Je veux bien que tu crées un gros moment, mais quand même, avec l'histoire d'un titre qui n'est même pas qui n'est même pas un titre AEW. Je trouve quand même que TNA s'est fait voler, là, pour le coup. TNA, pas tant que ça, parce que TNA, ils ont récupéré une légende. Ouais, mais bon, est-ce que ça n'aurait pas été plus significatif de faire ce match-là dans un show TNA? Ouais, je pense pareil. Mais de ce que j'ai pu comprendre, en fait, quand tu connais, apparemment, c'est à cause des premiers soucis de Kenny Omega de santé. Ouais. Apparemment, il pouvait pas tenir les tapings. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que Omega était vraiment en morceau à ce moment-là. Hein. Apparemment, il était vraiment dans le saut et ça intervient à ce moment-là. Ça intervient à ce moment-là parce que justement, il était dans le saut complet. Apparemment, il devait tenir le titre encore plus longtemps. Waouh. Il était programmé pour tenir le titre Impact un peu plus longtemps et pour le perdre à Impact face à un mec de chez eux qui voulait pousser. Je crois même qu'il devait peut-être le perdre face à Josh Alexander, ce qui se disait. D'accord. Et que ses problèmes de santé, ça a un peu changé. Ça a beaucoup changé le booking, d'où le fait que AEW a envoyé Christian à la place. D'accord. Ah oui, c'est vrai que quand tu es blessé depuis 3 ans, à un moment, le corps ne supporte plus. Hein. Même au moment où Adam Page récupère le titre AEW, Kenny Omega pouvait plus faire grand-chose aussi dans le match. Ah ouais, mais c'est impressionnant. Ça, on en parlera un jour. Je pense qu'on va remettre dans le contexte un jour, mais Kenny Omega, c'est
ces années-là, en fait, le type, tu te demandes comment il a pu cacher. Apparemment, il était tordu par la douleur. Quand il mettait ses lunettes, quand à l'époque il avait la barbe à la Harley Race ou à la Triple H 2003, pour comme le diront certains, apparemment le type il te disait quand il mettait ses lunettes de soleil, c'était pour cacher le fait qu'il souffrait. Ah oui. Et pour cacher les yeux. Ouais, ça peut être une idée de podcast, hein. Aborder, bon, si on aborde un sujet bien précis, peut-être le règne de terreur de Kenny Omega, à voir. Alors, du coup... Arrête, il y en a qui sont nostalgiques. T'inquiète. Du coup, on revient rapidement sur Christian. Il perd le titre de la TNA contre Josh Alexander. Bon, au moins, faire un passage de flambeau pour Alexander, voilà. Qui va peut-être signer à la AEW, on sait jamais. Tu vois ce que je disais, c'était Omega. Ouais, c'était bien ça, ouais. C'était Omega, il devait le perdre contre lui. Et Omega n'avait plus le physique pour le faire. D'accord. Et du coup, Christian continue derrière à supporter Jurassic Express. Ils sont en rivalité contre l'élite. Jusqu'au moment je pense le moment qui a quelque part sauvé sa carrière à la AEW, hein. Le heel turn de Christian sur Jungle Boy. Petit à petit, on le voyait, il leur montait la tête. C'est vrai. Il leur montait la tête, il montait la tête petit à petit, il était en coulisses. Et tu te demandais comment ça se fait qu'il était dans l'ombre comme ça. Jusqu'au moment où le type, la reine des péripatéticiennes, oui c'est ça, c'est le mot. La reine des péripatéticiennes, là, comme ça, qui trahit Jungle Boy. Ouais. Et qui devient un père de famille. Aimant ses enfants. Et là, c'est le moment où il disait que Jungle Boy le voyait comme un father figure, mais il n'est ni son père ni une figure paternelle, qu'il avait un père qui est mort, voilà. Et ça, c'est vraiment les premiers moments où il shoot les parents, oula. Vraiment grosse hit, hein. Mais ça, your father is dead. Ça, c'est sa phrase, hein. Ouais. Ça, c'est... Et à ce moment-là, on commençait à se demander si ça n'allait pas trop loin, là, les promos de Christian. C'est vrai. Mais en fait, tu vois, comparaison, tu vois, on pourrait comparer à EW à MJF, qui aussi va loin dans les promos. Mais en fait, Christian, il a une façon de te placer le truc. Il te le place au bon moment, il arrive à te créer le contexte. Ouais. Et tu te dis presque que c'est presque naturel la façon qu'il a d'emmener. Des fois, MJF, il est trash pour être trash. Christian, lui, te ramène tellement bien que ouais, tu l'acceptes. Alors que c'est dur, hein, ce qu'il dit. Hein. Oui, clairement. Hein. Ouais, c'est vrai que je voulais aussi faire un parallèle avec MJF, mais voilà, tu m'as devancé. Ouais, c'est vrai qu'il a une manière qui fait que ça passe plus, en fait. Effectivement. Du coup, tu vois la différence d'expérience. C'est ça. C'est vrai que la différence d'expérience, même Christian en interview, on lui demande est-ce qu'il a préféré son premier run WWE ou son premier run, son second run à WWE. Il dit le second parce qu'il avait plus d'expérience et plus d'armes pour pouvoir s'imposer. Et ça, je peux le comprendre. Sinon, il a son programme contre... Il a son programme contre Jungle Boy, voilà, avec Luchasaurus qui lave le cerveau. Visiblement, il a dit des trucs à Luchasaurus qui font que ce dernier soit contre Jungle Boy. Bon, chose qu'on ne saura jamais, j'ai l'impression. Tellement que... pour des raisons de santé. Des rumeurs qui disent qu'il reviendra bientôt. Parce que j'ai l'impression en fait... que cette histoire-là, ça va être un peu comme Swerve et Keith Lee, quoi. Il n'y aura jamais de fin. On n'aura jamais conclusion à cette affaire-là. La santé de Luchasaurus, c'est la santé de Keith Lee, malheureusement. Hein. Ouais, c'est malheureux, effectivement. Vu le dernier Dynamite, si les rumeurs que Luchasaurus revient, ouais, ça peut être bien. Mais s'il revient pas,
C'est vrai que ça sera une histoire sans fin, ça, malheureusement. Ouais. Ben, du coup, il y a, enfin, en tout cas, cette rivalité, ça a duré longtemps quand même. C'est même pas, je voyais pas rivalité long terme, mais plutôt rivalité à longe, parce que à chaque fois l'un des deux était blessé. Donc à chaque fois ça rallongeait encore et encore et encore, jusqu'à Révolution 2023. C'était même quoi, c'était un Buried des live match, le truc. C'est ça. Non, ou un casquette match, non? Ah, casquette match entre Christian et Jack Perry. Où c'est finalement Christian qui sort le plus over des deux de cette rivalité. Ah non, incroyable. C'est pas un casquette match, c'est un final. C'est Buried de Love match, mais Buried de Love match de façon AEW où ils ont changé le nom, ouais. D'accord. Du coup, Christian il perd, mais c'est lui qui sort le plus over du truc, comme quoi. Hein. Et du coup, ben, Christian, bon, il entre dans les programmes pour le titre TNT et il nous sauve le titre TNT en le remportant dans le premier Collision. AEW Collision. Bon, c'est Luchasaurus qui le représentait, mais c'est Christian le champion. Voilà. J'ai décidé. Moi, je pense comme toi. Hein. Voilà. Luchasaurus, c'est le... Christian va dire champion officieux, mais ça reste le vrai champion. Oui, c'est un vrai champion. Du coup avec... Sans Christian, il serait pas champion. Ah oui, clairement. Du coup, Christian, ben, son règne TNT, bon, c'est l'un des meilleurs champions TNT de l'histoire, hein, je dirais. Et je dirais quand même après Cody Rhodes. Parce que bon, Cody Rhodes, il a quand même fait du taf avec ça. Mais Christian, il est en mode que bon, c'est fini les Open Challenge, c'est fini le bullshit de défendre contre n'importe qui. Et comme Luchasaurus gagnait des matchs, il chopait vite la ceinture TNT quand même pour rappeler que c'était lui le champion. D'ailleurs, il n'y en a rien à voir, mais le outfit de Christian, c'est quand même dégueulasse, on est d'accord. Ah ouais. Je sais que... J'adore. Comment le type, il a un débardeur roulé. Débardeur, col roulé, pantalon full noir. Je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est vrai que c'est quand même terrible, hein, la quantité de catcheurs qui utilisent le noir comme couleur. Waouh. Le noir, c'est pour te dire que t'es méchant. Non, mais pas que les méchants. Christian encore, ça a du sens. Mais peu importe les superstars, quand j'en vois, même il y a deux catcheurs qui s'affrontent en noir, j'ai vraiment du mal. Et justement, moi, tu vois, je regardais un truc ce matin. C'était un catcheur qui parlait, il disait, mais moi, ça m'énerve de voir un face en noir. Ben, je comprends. Moi, un face, je veux qu'il soit coloré, je veux que ma foule... Je veux que tu puisses l'identifier, que la foule puisse, quand tu le vois, tu le soutiens. Ouais, c'est ça. Tu comprends qu'il est... Qu'il soit lightful, en fait. C'est ça, quand le noir doit être... Les tenues, ça c'est un truc on peut faire là-bas, mais les tenues sur les catcheurs, c'est... Faut que ça soit mené de la bonne façon, il n'y a pas tout... John Cena, si aujourd'hui tu le mets en noir et gris, aujourd'hui je m'attends que John Cena, il soit en noir et gris. Oui, bien sûr. Noir ou silver. Mais je m'attends pas de voir un John Cena coloré comme il va pu être coloré avec ses t-shirts. Oui, bien sûr. Parce que... Par exemple, si à Mania je vois Cody Rhodes en noir, si historiquement tu me l'expliques pas, pourquoi il a besoin d'être en noir, ça va me passer. Ben oui, c'est ça. Surtout que j'ai vu lors du dernier SmackDown, je sais pas si... J'espère ne pas te spoiler en disant ça. Mais... Non, je l'ai vu hier en direct. Mais quand je vois Axiom et Gunther tous les deux catchés en noir, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Eh ben, cet ancien catcheur, justement, il parlait de ça. Il parlait d'Axiom. Des mecs, t'es chez toi en Espagne. En plus. Toi, tu es en noir. Non, mais... Il y a un truc aux couleurs de ton pays. C'est ça, c'est ça. Un truc coloré. C'est ça. Montre aux gens que t'es face, qu'il faut te soutenir. Ben, j'ai l'impression que dans le catch actuel, le noir, c'est un peu la couleur de la facilité, et je trouve ça dommage, quand même. Eh ben, fin des années 90, début 2000, tu regardes du WCW de cette époque-là, ils sont tous en noir. Oh là là. Tu regardes Nitro de cette époque-là, tous en noir. Tu regardes de l'Attitude Era,
Bah, Rock était en noir, Stone Cold était en noir, Taker était en noir, Triple H était en noir. Donc Chris Jericho, non. Pour l'époque, mais la plupart étaient Angle, non. Mais beaucoup étaient en noir. Ah, et ça devait pas être agréable à regarder esthétiquement. Hein. Waouh. Ouais, mais c'était l'époque. Après, c'est l'époque. Oui, c'est vrai, c'est l'époque qui veut ça aussi. C'était l'époque Edgy, Grudge, les années rebelles. Et les rebelles, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent du noir. Ouais. Action, raconte de tout. Ils mettent des couleurs. Des luchadors. Surtout que tu as un personnage un peu style super-héros, luchador, ce que tu veux, mais quand même, voilà, mets de la couleur. Mais bon, on digresse. Christian, pour revenir à Christian, ben, ce Reign TNT lui permet d'avoir... d'un peu élargir sa famille, hein, puisqu'il récupère Nick Wayne et Mother Wayne, du coup, pour former le patriarcat. Le patriarcat. Ah, mais Mother Wayne. Mother Wayne, j'ai entendu un truc de Norbert Fayant qui disait, en privé, et il a raison, mais Mother Wayne, mais comment personne ne lui a dit t'es parfaite pour faire du catch? En tant que Valérie. Aïe, j'avoue. Elle est grande, elle a une présence. Comme ça, elle a même un truc, un côté intimidant. Mais comment ça se fait qu'elle ne vient que maintenant dans le catch, quoi? C'est vrai qu'elle stand out un peu, hein, mais bon, faut demander au daron de Nick Wayne, hein, mais bon, on ne peut pas lui demander, il est mort. Oula. Ah, mais je pense qu'elle était ancienne. Je pense qu'il était ancienne catcheuse et qu'elle a arrêté le catch parce qu'elle n'a pas percé, mais je pense, je connais pas le passé, mais elle a tout d'une ancienne catcheuse. Ouais, en tout cas, c'est un ajout plutôt intéressant, hein, même avec mon collègue dans un précédent podcast sur AEW, il me dit que ouais, c'est vraiment un bon ajout justement au patriarcat. Et du coup, alors, Christian sur TNT, est-ce que ça a vraiment profité à quelqu'un, du moins à un opposant? C'est dommage que justement la scission avec Luchasaurus soit pas faite à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Bon, même si elle devait se faire apparemment plus ou moins à ce moment, mais ça aurait dû. En fait, on aurait dû sortir avec Luchasaurus comme gros face, hein. Et c'est vrai, effectivement, surtout que Luchasaurus là, il commençait à être, il était bien crédible pour ça. Mais à la place, on va prendre qui? The Rated Superstar Cope. Non, je l'appelle Edge, laissez-moi tranquille. Edge, du coup... Ah ouais, non mais pas... Moi, Cope, non. Du coup, Edge, il arrive en grande pompe à la AEW. Et à ce moment-là, je regardais plus du tout AEW. Mais du peu que je voyais, ça avait l'air intéressant. Leur rivalité quand même si ça me fait chier qu'ils fassent du recyclage direct comme ça. Mais du coup, je vais te laisser défendre ça. Je vais apporter une nuance. C'était la première fois où j'avais l'impression que Edge et Christian étaient égaux. Enfin. Enfin, j'ai l'impression qu'ils étaient égaux. Je vais rebondir, mais vas-y, continue. Alors que pendant des années, Edge était le supérieur de Christian. Ouais, Christian était plus dans l'ombre. Là, cette fois, on avait vraiment Edge en égo, Edge en égo de Christian et Christian vraiment qui l'atteignait et qui arrivait vraiment à atteindre Edge. Ouais. Justement, ça tombe bien que tu aies dit. Je vais reprendre la phrase d'un youtubeur américain que j'ai entendu et je suis un peu d'accord avec lui là-dessus. WWE a cette capacité à cacher les défauts de ses superstars et tandis que AEW a le talent d'exposer ces mêmes défauts en fait. Donc ce que je comprends par là, c'est que à la AEW, comme il y a plus de liberté créative pour les catcheurs, c'est là en fait que tu peux vraiment te rendre compte de qui est le vrai. Et là où tu me dis que Christian était l'égal de Edge, la fille l'a montré. Je vais même aller plus loin. Cette rivalité montre en fait que Christian est supérieur à Edge en fait. Parce que Christian lui-même, il a montré différentes phases de son personnage. Il a su se renouveler et réussir à être vraiment pertinent
Et donc, dans la continuité de ce qu'il a fait à la TNA, par exemple, a montré vraiment qu'il avait un niveau assez haut à la EW. Et tout ça pour montrer à Edge, en fait, que c'est fini, en fait. Je suis plus ton petit. Je ne l'ai jamais été, en fait. Donc, là, tu viens de dire le bon mot. Donc là, j'ai en fait eu l'impression dans cette rivalité, c'est même pas une impression, c'est vrai, en fait, c'est Edge le petit de Christian à la AEW. Donc, comme quoi, tant que t'as pas vu qu'il n'a plus la machine derrière lui, ben, on constate juste. C'est ça. Bah, ouais, non, mais tu as raison. Niveau créatif, tu vois que Christian mange Edge au niveau créatif. C'est ça. Parce que là où Christian il sait se renouveler, tu vois que moi Edge, je vois que Edge c'est Edge. Bah oui. Et justement, j'ai pas envie de l'appeler Coupe parce que pour moi c'est la même personne. Bah oui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Là où je disais qu'AEW, quand Christian arrivé, aime bien déconstruire pour reconstruire. Et pas. Du moins, ils ont tenté de le faire justement en mettant à égalité Edge et Christian, mais Edge, mis à part s'appeler coupe et mettre des vestes sans manches, et mettre des vestes en cuir, créativement, il n'a pas montré qu'il était l'équivalent de Christian. Ouais, c'est ça, c'est toujours la même chose avec lui. Et je trouve dommage que ça soit lui qui mette fin au règne TNT de Christian. Dans l'histoire, ça s'explique, mais c'est dommage que comment te dire, c'est dommage qu'on n'ait pas vu une autre facette de Edge. C'est ça. D'ailleurs, le I Quit match au Canada, c'était très bien, d'ailleurs. Oh oui, moi j'ai aimé cette femme. Où Christian se lâche, il voit qu'il va se faire frapper par la grosse batte avec les clous. Spike qui prend peur. Il prend peur en disant I quit, mais qui derrière, allez, on va faire que la foule soit contente, on met quand même le coup à Christian. Ça c'est un truc très intelligent, ça. Ah oui, clairement. Non, mais vraiment, ce I Quit match était très bien. Et juste après, Christian, il a rapidement un programme pour le titre mondial AEW. Il continue sa route avec le patriarcat. Voilà, son espèce de secte là. C'est pour ça que je te disais que je faisais une comparaison avec la Christian Coalition. Parce que, bon, là, je trouvais un peu des similitudes là-dessus. Mais c'est vrai que le patriarcat, c'était vraiment plus poussé, en fait. Christian, c'était vraiment en mode le vétéran, leader sectaire, vraiment qui récupère des gars pour qu'ils soient vraiment ses petits, en fait. Vraiment très Christian centré, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, il récupère des gars perdus, tout ça pour servir ses intérêts. C'est ça. On verra comment ça va finir, parce que bon, on va quand même rentrer dans les spoils du dernier Dynamite, mais bon, moi je le considère un truc, il n'y a pas de spoil parce que c'est live. Le sport, tu vois, c'est par exemple, tu vas pas me spoiler. C'est pas que j'ai pas vu le match PSG Liverpool que je sais pas que le PSG s'est qualifié. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est des trucs en live, donc si tu suis pas le live, c'est voilà, pas vraiment de spoil, je regarde pas un film, mais pour rentrer donc dans le dynamite de ce mercredi. Juste avant, j'aimerais d'abord qu'on retrace vite les trucs. Il devient champion trio avec Nick Wayne avec Nick Wayne et Mother Wayne. non, je rigole. Et Kid Switch, puisque Kid Switch s'est fait baptiser, il a eu le nom de Kid Switch, voilà. Et à All In, il remporte une espèce de contrat Money in the Bank dans un casino gauntlet match, qui est un super concept. Vraiment, bravo à AEW pour ça. Même si ils l'ont trop utilisé avec le temps. Mais justement, c'est très bien qu'ils le gardent de côté là jusqu'au prochain win. Ouais. En tout cas, Christian et du coup, d'où le rapport avec Luchasaurus, puisque c'est... j'ai toujours du mal qui suit Luchasaurus. Bon, je vais l'appeler Luchasaurus. Cachosaurus a donné la victoire à Christian, voilà.
Du coup, il a le contrat dans une espèce de plaque. Ouais, je trouve que c'est assez original. Du coup, il utilise voilà, le cash-in voilà, sur le titre mondial AEW. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de la mort de la carrière de Christian maintenant, puisque Révolution est passée? Moi, je vais parler du début de la fin de carrière de Christian. Ah, vas-y. Moi, je vais plutôt aller dans le mode du début de la fin de carrière de Christian. Ça se voit qu'on va vers un dernier run. Surtout avec l'angle qu'il y a eu ce mercredi, où Nick Wayne s'est un peu rebellé contre Christian, et le fait qu'il ait coupé son cash-in. Non, mais c'est scandaleux quand même. On est d'accord. Moi, ouais. J'aurais donné le titre, hein. Je lui aurais donné le titre. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'était vraiment le meilleur compromis, en fait. Parce que là, tu as Edge et John Moxley dans le main event, les deux, c'est nul. Là, on est sur le pire règne de l'histoire de la AEW. C'est vrai. C'est vrai que ce règne de Moxley, il commençait bien, il est en train de très mal terminer. Et d'un autre côté, tu ne veux pas que Edge remporte la ceinture. Christian, c'était le bon compromis, mais tu fais quoi? Non seulement il rate son cash-in, mais il le rate lamentablement. Tu enterres Christian, là. Là, j'ai vu ça comme un enterrement. Non. Si, mais attends, à quel moment tu viens seul faire ton cash-in? À quel moment tu fais seul ton cash-in? Où est le patriarcat à ce moment-là? Et surtout, tu es là, tu fais les trucs à Edge. AEW avait l'occasion de faire l'une des meilleures fins de match de l'histoire du catch, mais comme ils sont cons, ils ne l'ont pas fait. Du coup, Christian passe out sur le truc. Donc, ça montre en fait que, quoi qu'il arrive, Christian reste le petit de Edge. Surtout que c'est même pas Edge qui gagne, que même en mode Edge et en mode même si je ne gagne pas le match, tu restes mon petit parce que c'est toi qui manges la défaite. Mais c'est quoi ça? Même si j'entends que le contrat on devait s'en débarrasser, mais qu'est-ce qui empêchait de faire de Christian un bon champion de transition pour soi? Mais moi, lui personnellement, moi comme je voyais avant Révolution, je voyais Christian Cashin, Jay White prendre le titre à Christian. Mais une semaine avant, il y a eu un truc qui m'a cassé les couilles. Ricochet contre Strickland va être pour être challenger numéro 1. Non, mais ça aussi. Ça, à partir du moment où il y a eu cette stipulation, j'ai douté de ça. Bon, moi, je voyais le plan comme ça. Bon, j'ai l'impression que leur plan est maintenant de faire ancien ace d'AEW contre nouveau ace. Donc Moxley ancien ace contre nouveau ace Strickland, et qu'ils se sont servis du fait que Christian échoue pour construire, pour lancer une dernière storyline en tant que Christian catcheur à temps plein. Non, mais même là, je vois pas en quoi Christian est pertinent aujourd'hui. Hein. Franchement, après ce cash-in, je peux plus le prendre au sérieux. Même l'excuse de Dynamite, c'est un contrôle de dégâts. Je veux bien qu'il ait un personnage qui soit dans le Oui, je comprends que c'est son personnage, mais ça ne marche plus sur moi. Là, c'est juste, il se ridiculise juste à la place publique. Même l'autre petit le dit. À un moment, comment je peux être à fond derrière Christian malgré les menaces qu'il... C'est pour ça que je dis que c'est un début de storyline, parce que le but c'est que ça termine en Nick Wayne, il lui rentre dedans. Ouais. Ça termine en ce que Nick Wayne lui rentre dedans. Et le but de tout ça, ça va être de mettre Nick Wayne over. Oui, j'entends. Mais je trouve quand même horrible que ça soit dans ces conditions-là, en fait. Mais le problème, je sais, moi quand je t'ai dit, moi j'aurais préféré, s'il n'y avait pas eu cette stipulation Swerve Ricochet, j'aurais été dans, je donne le titre à Christian qui vient gâcher la fête, et Christian, et puis tu fais la transition à Jay White. Ouais, au pire tu fais ça. Jay White était vraiment chaud, donc tu me mets à Jay White, tu
tu le mets à Jay White et ça, tout le monde est content. Tu le mets à Jay White, à comment ça s'appelle, à Forbidden Door, tu le fais affronter David Finlay pour faire des reventes de Bullet Club. Les fans de catch japonais auraient été contents et les fans de Jay White de Grande Date auraient été contents. Bah oui. Ah, ni faire ça, quoi. Je te dis, ça sent le changement de plan. Ça sent le gros changement de plan, ce booking-là. Surtout. Ça sent qu'ils ont changé les plans et ils veulent ils veulent donner le titre à Strickland en faisant un truc symbolique. Ah, mais j'espère que c'est pour que Swerve gagne, hein, parce que sinon ça risque de me faire chier. Parce que Christian... Moi, ça serait une logique. Christian, déjà que c'est censé être le premier Money in the Bank de la AEW, et que le mec échoue, ne faites plus jamais ça. Hein. Si c'est pour que ça se finisse ainsi, ne faites plus jamais ça, franchement. On verra ce que ça donne. Mais comme je te dis, moi je vois un côté logique. Hein. Moi je vois un côté logique, mais il y a une logique, mais ça sent le changement de plan. Ouais. À voir pour l'évolution de Christian dans les derniers mois ou années de sa carrière. Du coup, ma conclusion dans ce podcast, c'est que en vrai, Christian, il a quand même eu une bonne carrière dans le catch. Même si ça a été couvert de barrages pour qu'il soit au sommet des grosses compagnies, enfin de la grosse compagnie WWE. Mais il a su faire ses preuves, donc c'est très bien. Et malgré le fait qu'il n'ait pas été un main eventer à la WWE, ça n'empêche pas quand même qu'il a eu une bonne carrière. Et à la AEW, il est clairement à son prime. Et j'ai l'impression que nous sommes dans une période où le prime des catcheurs arrive assez tard, donc c'est assez intéressant. Et il reste quand même un gros nom à la AEW dans le catch, donc je suis content d'avoir quand même fait ce podcast pour pouvoir revenir un peu sur sa carrière, et j'espère que c'est le cas aussi pour toi, Karim. Ah oui, moi mettre en valeur quelqu'un comme Christian, j'adore ça. C'est pour ça que je dis quelqu'un comme Christian, moi j'adore. Et j'ai terminé par une petite question. Si Christian, est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait bénéficié que WWE soit pas en quasi monopole? Ouais, aussi. Quand tu vois son run à AEW, qui est né. Imagine, il y aurait eu un égal de WWE. Ah oui, ça aurait été quelque chose de géant. Ouais, Christian aurait peut-être été encore plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Ouais, en tout cas, ce fut super de faire ce podcast sur Christian, qui est l'un de mes catcheurs préférés, facilement top 5, top 6 hein, de tous les temps. Et j'espère que ça vous a aussi plu, chers auditeurs. Donc, je vous invite à liker, commenter, à partager, peu importe les conditions dans lesquelles vous écoutez ce podcast. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, histoire d'être au courant des actualités de la chaîne sur les prochains podcasts ou les prochaines vidéos. En tout cas, Karim, ce fut un plaisir pour ta première. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger via un podcast. J'espère aussi. Au plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!